Et salut l'audimat, c'est Mehdi pour Indécent et ma vidéo coup de cœur pour Bref de jeu du mois de mai 2019. Si jamais t'as pas vu la précédente vidéo qui présentait ma sélection du mois de mai, va directement cliquer sur cette fiche qui te mènera vers la vidéo. Du coup, si tu l'as déjà vu, on passe directement à la résolution de 7 impasses mexicaines du mois de mai entre Fuji, Valeria et Space Explorers. Qui va tirer le premier ? Quel sera le dernier debout? On voit ça de suite. On démarre cette vidéo coup de cœur par le bilan en point fort et un point faible de Fuji, édité en VF par Super Meeple. Bon, après, quelques parties réglementaires pour savoir si le jeu était cool ou pas. Je suis prêt à te lister les points forts et les points faibles du jeu. Premier point fort, le gameplay. Il est d'une profondeur et d'une fluidité assez incroyable. La façon de se déplacer sur le plateau qui va être conditionnée par les dés des autres est vraiment quelque chose d'assez tordu, aussi tordu que savoureux en fait. Ça va vraiment être très difficile de jouer et de se coordonner selon les niveaux de difficulté que tu vas choisir. Il y a une rejouabilité incroyable aussi, hein. Tu changes les cartes de niveau, tu changes les niveaux de difficulté, ça va te changer le plateau, ça va te changer ta façon de te déplacer, la façon de perdre des points de vie, sachant qu'à chaque perte de points de vie, tu risques de te faire amputer d'une partie du système de jeu. Ton personnage qui a un pouvoir, les cartes équipement, etc. Enfin, c'est vraiment... il suffit de changer un petit peu, puis ça te fait vraiment un jeu qui va se rejouer, bon, peut-être pas à l'infini, mais tu vas en avoir pour des parties. Et chose à savoir avec ce genre de jeu, il suffit que tu changes de groupe, et ça va demander de te réadapter à eux, et ça va vraiment te permettre de rentabiliser ta boîte, qui est déjà pas bien chère. Ensuite, tu as la notice. Elle est d'une clarté et d'une qualité assez précieuse en fait pour le gameplay, justement. La fluidité du gameplay est vraiment facilitée par le fait que la notice soit super facile à lire. Les exemples notamment te permettent vraiment de dissiper le moindre doute éventuellement posé par l'écriture de la règle. Franchement, là aussi, un très beau travail. Et dernier point fort, la tronche du jeu. Honnêtement, les illustrations sont juste vraiment à tomber. Le type qui a fait les illustrations s'appelle Weberson Santiago. Retiens bien ce nom, parce que tu as pu déjà le voir dans Art of War, dans l'Auberge Sanglante. Honnêtement, va voir son site web, je te mets le lien sous la vidéo, franchement ça vaut le coup d'œil. On va passer aux 2-3 petits points faibles qu'a le jeu, parce qu'il en a quand même, hein, même si je l'ai plutôt bien apprécié. Premier point, les phases de dés. Les phases de dés bleues foncées avec des points noirs. Si t'es en condition de faible luminosité, c'est un peu la merde. On s'en sort quand même très bien malgré ça, mais c'est vrai que c'est un petit peu pénible. Et ensuite, le mode de joueur. Alors, il n'est pas mauvais, mais vu que ça rajoute un joueur fictif, j'ai toujours cette impression, alors c'est peut-être irrationnel, hein, un jeu qui rajoute un joueur fictif n'est pas calibré pour 2 joueurs. Je sais pas vraiment pourquoi, je préfère un jeu qui assume carrément la chose et qui explique qu'il n'est jouable qu'à partir de 3. À part tout ça, c'est quand même un jeu très qualitatif. Allez, et si j'embrayais sur le second jeu, Valeria, édité en VF par Pixie Games. Comme d'hab, on va démarrer par les points forts. Premier point fort, la clarté de la notice de règles. Comme pour Fuji, c'est vraiment un atout qui va t'aider à jouer tranquillement à Valeria. Et en fait, il n'y a rien à dire, hein, c'est bien écrit et bien traduit, a priori, parce que j'ai pas vu de pépin particulier. C'est bien organisé, c'est bien structuré, du travail très propre. Deuxième point, la rejouabilité. Alors c'est un jeu de deck building, hein, donc t'es dans un jeu type Dominion, type Hero Realms, Star Realms. Vraiment, il y a plein de cartes dans le jeu. D'ailleurs, plus de catégories de monstres qu'il n'en faut, plus de cartes de catégories citoyens qu'il n'en faut, pas mal de domaines qui sont les boosts de points de victoire, qui apportent vraiment une énorme rejouabilité au jeu. Il te propose une configuration de base pour la première partie, mais à la fin de la notice, il y a un encart qui t'explique comment panacher tes parties avec telle config. Ensuite, il y a la fluidité des règles. Une fois que tu y joues, une fois que tu as lu la notice, une fois que tu as appréhendé le matériel, ça tourne vraiment très bien. Il y a une augmentation très progressive des règles du jeu. C'est assez facile à jouer en fait, donc tu peux vraiment y jouer avec n'importe qui, c'est ça qui est plutôt pas mal. On passe au point faible du jeu, parce qu'il en a quelques-uns lui aussi. Premier point, l'iconographie. Toutes les icônes, les symboles, etc., c'est pas très clair. Je trouve que c'est le seul point noir qu'il y a dans le jeu sur la lisibilité qui peut perturber la fluidité du jeu. Ensuite, il y a les visuels, les illustrations. Alors, c'est une question de goût et de couleur, effectivement. Pourtant, j'aime plutôt bien le style qu'il y a dans Architecte du Royaume de l'Ouest et dans Pillard de la Mer du Nord. Je crois que c'est le même illustrateur en plus. J'explique pas vraiment ce truc-là, mais bon, ici, pour Valeria, je n'accroche pas.
Troisième point faible, les règles. Alors c'est propre, ça roule, c'est fluide, c'est bien calibré, mais c'est aussi son problème. Ça manque à la fois d'un peu de personnalité et ça manque d'un brin de folie, quoi. Donc il y a un peu de tout. Il y a une bonne interaction, il y a des bonnes combos à faire. Je saurais pas expliquer, c'est un peu comme pour les illustrations. Moi, ça me fera pas abandonner mes Star Realms et mes Hero Realms qui me procurent toute satisfaction en la matière. Cela dit, si t'as pas ce genre de jeu dans ta ludothèque, bah Valeria, ça peut être un sacré bon plan. Alors, après quelques parties, que donne Space Explorers? Je mettrai pas de chansons de l'armée rouge ou de visuels d'images de propagande soviétique. On commence par les points forts, et premier point fort assez marquant, le matériel. Il est juste superbe. Honnêtement, pour un prix d'à peine plus de 20 €, un matériel de cette qualité est un exemple en termes d'édition. Les cartes sont vachement épaisses, elles ont un côté un peu cartonné, c'est très agréable au toucher, c'est son principal argument, et un argument de poids qui plus est. Deuxième point fort, les illustrations. Alors c'est vrai qu'il est plus sobre et moins varié que Fuji. Pour info, on trouve 5 types de cartes chercheurs, et c'est les 5 mêmes illustrations à chaque fois. Parfois, certaines sont un peu plus zoomées quand ce sont des cartes spéciales, et il y a les illustrations des projets, mais en termes de qualité, c'est juste à tomber par terre. C'est extraordinairement bien réalisé. Dernier point fort, les règles. Alors le jeu est, de prime abord, très simple, mais il est bien plus profond qu'il n'y paraît. Parce qu'en fait, la très grande partie des cartes chercheurs et chercheuses qui sont au centre de la table et qui vont t'aider à acquérir des projets ne ressemblent à aucune autre carte disponible dans le jeu. Donc tu vas avoir des pouvoirs qui vont être vraiment très différents, à la fois de copier un pouvoir adverse, de récupérer une ressource chez un adversaire, de pouvoir changer l'ordre d'empilement des cartes dans une division de recherche. Donc ça va changer vraiment énormément selon les configurations de partie. On passe ensuite au point faible du jeu. Alors, premier point faible. Alors, c'est pas exactement un point faible, c'est une précision. Il faut vraiment que tu lises les exemples de tours de jeu qui sont situés vers la fin de la notice, parce qu'il y a des points dans les exemples de partie qui ne sont pas expliqués aussi clairement avant ça. Et dernier point faible, c'est les jeux avec lesquels il va être comparé, notamment Splendor et Century. Il est clairement moins cher, et sa rejouabilité est d'après moi beaucoup plus importante que Century et Splendor, sans compter les extensions bien sûr, mais il est vachement moins accessible que les deux autres, et le public a de plus en plus tendance à vouloir chercher quelque chose de rapide à prendre en main. C'est ce qui peut d'après moi empêcher son décollage en termes de succès d'estime et de succès commercial. Ok, on passe à la résolution de cette impasse mexicaine. Après avoir passé tout ça en revue, malgré la qualité de ces 3 jeux, j'ai pas longuement hésité. Mon coup de cœur va pour Fuji de Super Meeple. Ce qui m'a fait lui donner mon coup de cœur, c'est que j'y ai joué 4 fois de suite sans m'arrêter entre temps. C'est l'un des arguments primordiaux pour l'appréciation d'un jeu. Et enfin, c'est un jeu coopératif qui a une gueule et une saveur assez particulière. Il a vraiment sa patte à lui, il ne ressemble à pas grand chose d'autre qui soit sorti récemment. Et comme son auteur, il mérite vraiment une place sur le devant de la scène. Et c'est désormais la fin de cette vidéo coup de cœur pour Bref de jeu du mois de mai 2019. Si jamais t'as kiffé la vidéo autant que j'ai kiffé Fuji, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, voire à t'abonner sur notre chaîne si jamais ça n'est pas déjà fait. Tu as tout à fait le droit de faire tourner nos vidéos sur les réseaux sociaux que sont Facebook, Twitter et Instagram. Petite info pour le mois prochain, je parlerai de cette petite boîte qui est là-bas, Tiny Epic Defenders. Comme d'habitude, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit selon l'heure à laquelle tu m'écoutes. À la prochaine.